Bonjour. Bonjour Bonjour à Céline. tous. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je vois que vous êtes déjà nombreux. N'hésitez pas à nous mettre un petit message sur le chat pour nous indiquer d'où vous êtes et qui est parmi nous. Je me présenterai rapidement. Je m'appelle Céline. Je travaille aux Ateliers Durables et je vais aujourd'hui co-animer ce webinaire qu'on réalise ensemble avec Cercle RH et QVT. Quelques petites règles techniques avant qu'on se lance ensemble sur le sujet de l'engagement collaborateur. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Sachez que nous ne vous entendons pas, nous ne vous voyons pas, mais vous pouvez communiquer avec nous via le chat. Je vais d'ailleurs vous lancer tout de suite un petit sondage pour faire plus ample connaissance en vous demandant à quel défi principal vous êtes confronté dans votre organisation. Le sondage doit apparaître juste en bas normalement du chat, il doit apparaître. Voilà pour ces quelques informations techniques. Donc moi, je vais rester avec vous tout au long du chat, de l'atelier sur le chat. Et puis, nous vous enverrons également un mail à la suite de ce webinaire avec les informations utiles, le lien du replay et puis également un petit bonus, me semble-t-il. Voilà pour ma part. Je vois que vous êtes déjà actifs sur ce sondage et sur le chat. Et puis sur ce, sans plus tarder, je vais laisser les personnes se présenter. Je vous rappelle juste que si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à rafraîchir votre page en faisant un petit contrôle F5. Ou si vous avez des problèmes de son ou d'audio, n'importe quel problème, vous m'envoyez un message sur le chat et je serai là pour vous assister. Voilà, sans plus tarder, je lance la présentation et on peut démarrer. Merci Céline. Merci. Donc, je me présente. Je suis Brigitte Vaudolon. Je suis psychologue et directrice générale de Pulso France, spécialiste dans l'évaluation de la QVCT et de l'engagement. Et moi, je suis Virginie Boutin, coach leadership et efficience et présidente cofondatrice de Bloomer Impulse. Nous sommes un organisme de formation innovant spécialisé dans les soft skills. Benjamin Combe, je suis fondateur des Ateliers Durables. Je suis expert sur les sujets de QVCT et de RSE. Et les Ateliers Durables, on est un réseau de consultants, de formateurs sur les sujets de la santé, de la qualité de vie au travail et de la RSE. On anime des ateliers notamment et des formations sur ces sujets. Et pour finir ce tour de table, donc je m'appelle Oussara, je suis directrice commerciale chez Talkspirit. Et qu'est-ce que fait Talkspirit? Donc nous sommes un éditeur de logiciels français qui croit fermement que la transparence et la collaboration sont des piliers de la performance. Merci Oussara. Je vais vous proposer le sommaire de ce webinaire. Peut-être juste avant d'attaquer ça, je vois que vous avez commencé à répondre à notre sondage, donc peut-être faire un petit retour sur vos réponses. À quel défi principal êtes-vous confronté dans votre organisation? On a majoritairement, on voit un tiers des répondants nous disent manque de motivation et d'enthousiasme des collaborateurs. Puis vient la difficulté à créer une culture d'entreprise engageante. Ensuite, le manque de reconnaissance et de valorisation du travail. Il y a quand même 15% d'entre vous aussi qui parlent d'une tendance au surengagement et à l'épuisement professionnel. Voilà. Et ce qui vient un petit peu derrière, c'est la difficulté à maintenir l'engagement à distance ou au mode hybride. Donc, on voit qu'il y a sans doute différentes problématiques autour de l'engagement et c'est pour ça qu'on reviendra, nous, sur déjà la définition de ce qu'on appelle cet engagement équilibré et qu'on vous invite à discuter avec nous pendant ce webinaire. On aura un temps ensuite autour des résultats du Quick Scan et du questionnaire que vous a envoyé Brigitte de Pulso France pour avoir un baromètre de votre bien-être en tant que RH. Je pense que la majorité d'entre vous sont RH qui participent à ce webinaire. On rentrera ensuite dans le cœur du sujet avec nos 8 leviers pour développer l'engagement collaborateur et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Alors, commençons sur cette notion d'engagement équilibré. C'est déjà, ça nous a semblé important de commencer par définir l'engagement. Il y avait une définition unique de l'engagement, mais voilà, on en a trouvé une qui reflète assez bien ce qu'on attache régulièrement sur l'engagement. Elle est de John Gibbons, qui est un expert des RH, qui est un ancien DRH de Gap Monde.
Et il définit l'engagement comme ça, c'est l'intense connexion émotive et intellectuelle qu'un collaborateur éprouve envers son travail, son organisation, son manager ou ses collègues, et qui le pousse à son tour à fournir de lui-même des efforts supplémentaires dans son travail. Donc, quand je lis ça, on se dit waouh, quoi. C'est la combinaison magique pour un employeur. On a à la fois une intense connexion émotive, de l'attachement, de la fidélité, de la motivation du collaborateur, une productivité développée avec des efforts supplémentaires. Mais ça interroge aussi. On se dit, est-ce que c'est vraiment soutenable à long terme, cet engagement? Vous connaissez peut-être les études de Gallup sur l'engagement qui ont beaucoup fait parler d'elles. Les derniers chiffres de 2024 disaient 23% seulement des employés dans le monde qui se déclarent engagés. Et en fait, c'est vrai que c'est normal. C'est-à-dire que si l'engagement, c'est ce que je viens de vous décrire et de vous définir, moi, je trouve ça très différent de la réalité du vécu des salariés. Parce que notre réalité, c'est que dans une année, dans une même journée, on passe par des états de motivation ou de productivité qui sont très différents et qu'on ne peut pas courir en fait un marathon toutes les semaines. Donc, c'est important de reconnaître que notre engagement, il va fluctuer. Et on a souvent tendance à confondre l'engagement de collaborateur et une forme de surengagement où le collaborateur va fournir toujours plus d'efforts auprès de son employeur au détriment de son propre équilibre personnel. Donc, c'est un surengagement qui n'est pas durable, que certains d'entre vous décrivent ici. On dit 18% des gens qui ont dit que c'était une problématique dans leur structure. Et quand on a trop donné sans reconnaissance, on ne peut plus rien donner. Et c'est là qu'on tombe dans le sous-engagement, le burn-out, voire l'absentéisme. Voilà. Et là, c'est l'autre bout du continuum. Donc, la question qu'on s'est posée quand on a commencé à travailler sur ce sujet avec mes partenaires, c'est comment on peut éviter d'avoir 10% du personnel qui soit surengagé et 60% de personnes qui soient sous-engagées. Et comment on peut faire en sorte d'avoir une majorité de personnes qui fournissent le juste effort au juste endroit. Ça nous a amené à réfléchir sur cette notion d'engagement équilibré. On vous propose cette définition. C'est l'attachement qu'éprouve un collaborateur envers son travail et qui l'incite à fournir le juste effort pour contribuer durablement à la fois au développement de son organisation et à son bien-être personnel. Donc, en gros, c'est un engagement durable, gagnant-gagnant et qui respecte l'équilibre pro-perso du collaborateur. Et on va voir comment on peut vous accompagner, vous aider à développer cet engagement équilibré. Là, on se pose la question de l'engagement du bien-être et des collaborateurs, mais je vous propose qu'on fasse un petit détour par déjà ceux qui sont censés mettre en œuvre ce bien-être, et notamment les équipes RH, et savoir comment eux se sentent. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec Brigitte et l'étude de Pulso. Merci Benjamin. Alors, en amont de ce webinaire, Pulso vous a invité tous les participants exerçant une fonction RH à répondre à notre questionnaire QuickScan. QuickScan, 20 questions, environ 3 minutes de passation. Si vous n'avez pas répondu, il est toujours temps de le faire après le webinaire pour recevoir votre rapport individuel. Donc, découvrons ensemble les principaux résultats de cette enquête RH exclusive. Comment vont les professionnels RH qui participent à ce webinaire? Donc, tout d'abord, vous êtes 63 à avoir participé à cette enquête, majoritairement des femmes, 88% de femmes, des fonctions variées, des RH, RRH, responsables formation, QVT, RSE, des chargés de mission. Et que disent les résultats? Le cordonnier est-il bien chaussé? Alors ici, je vous montre en fait un aperçu de notre tableau de bord en ligne qui est exactement ce que reçoit une entreprise après avoir fait une enquête. Normalement, ce tableau de bord est interactif et on peut naviguer dedans. La vue d'ensemble vous montre les résultats sur 7 indicateurs de bien-être. Vous avez la barre du haut, 4 indicateurs positifs, engagement, satisfaction au travail, implication, loyauté. Et la barre du bas, les indicateurs négatifs, le stress, les comportements indésirables au travail, le burn-out. Les résultats qui apparaissent en couleur sont ceux où vous avez, votre groupe RH, une différence par rapport aux salariés de notre groupe de référence. Donc, vous voyez en vert les résultats qui sont meilleurs chez vous que le groupe de référence, qui est composé de salariés dont les variables sociodémographiques sont représentatifs en fait des salariés en France. Donc, en vert, vous voyez que vous avez plus d'implication
organisationnelle, c'est-à-dire vous êtes plus attaché à votre entreprise que les salariés français en général. Et en rouge, vous voyez vos résultats moins bons que le groupe de référence. C'est le cas de la loyauté. Vous êtes moyennement sûr de rester dans votre entreprise. Et votre niveau de stress est significativement plus élevé que celui du groupe de référence. C'est une vraie alerte sur laquelle je reviendrai dans un instant. Alors, nous sommes sur un webinaire engagement. Donc, je vais faire un zoom sur l'engagement pour voir les facteurs qui ont le plus d'impact sur votre engagement. Vous voyez en vert énormément de facteurs positifs qui soutiennent votre engagement. Le plus important, c'est que vous avez le sentiment d'effectuer un travail qui a du sens. C'est une excellente nouvelle dans la fonction RH. Vous vous sentez également soutenu dans les changements et vous rencontrez dans votre travail suffisamment de défis intéressants. En revanche, nous constatons une priorité importante à améliorer pour vous. A priori, vous recevez peu de feedback constructif de votre manager. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est le cas pour vous ou pas. Je vous ai promis de revenir sur le stress. Nous avons vu précédemment que c'était une alerte. Et quand on zoome effectivement sur le stress dans notre tableau de bord, on peut voir que vous êtes nombreux, un tiers, à avoir un niveau de stress élevé. C'est beaucoup. Donc, on voit que le cordonnier n'est peut-être pas si bien chaussé. Si c'est le cas pour vous, prenez conscience que vous n'êtes pas seul dans cette situation et surtout, prenez soin de votre équilibre. Voilà pour l'essentiel des résultats de cette enquête RH exclusive Pulso. Vous avez des leviers d'engagement forts, mais aussi une vraie alerte sur votre niveau de stress. N'hésitez pas à nous dire si vous vous retrouvez dans ces constats. Céline est à l'écoute de vos commentaires et de vos questions que nous reprendrons en fin de webinaire. Maintenant, une partie que vous attendez tous, les 8 leviers pour un engagement équilibré. Après avoir zoomé sur les résultats de l'enquête Pulso France, reprenons de la hauteur pour aborder 8 leviers d'engagement qui concernent l'ensemble des salariés. Le premier levier dont je vais vous parler, d'ailleurs les trois premiers leviers que je vais vous présenter sont issus des études menées par Pulso. Ces études, vous les retrouvez à l'issue de ce webinaire dans notre livre blanc, publié en février 2025, tout récent, avec Bloomer Impulse. Nous sommes Pulso originaires des universités de Louvain, en Belgique, donc nous y abordons l'engagement des collaborateurs de façon scientifique dans ces 2 dimensions. L'engagement vis-à-vis de leur travail et l'engagement vis-à-vis de leur employeur. Donc le premier levier, c'est le levier de la vision d'avenir. C'est celui qui a le plus fort impact sur l'engagement des collaborateurs, toutes générations confondues. Qu'est-ce que cela recouvre ? Ça veut dire que je sais où va mon organisation, je soutiens cette vision, j'y crois. C'est un levier puissant d'engagement des collaborateurs, tant vis-à-vis de leur travail que dans leur relation à leur employeur. Donc, un levier essentiel. Un deuxième levier également très, très important, car a très fort impact sur l'engagement des collaborateurs, tant vis-à-vis de leur travail qu'envers leur employeur, ce sont les valeurs communes. Et ce levier, on le retrouve très présent pour toutes les générations. Ce qui nous fait dire que c'est un ciment intergénérationnel. Qu'est-ce que recouvre ce levier des valeurs ? Ça veut dire que je me retrouve dans les valeurs de mon organisation. Elles sont en cohérence avec les miennes et surtout, elles sont incarnées au quotidien. C'est un aspect essentiel que Virginie développera dans un instant. Le troisième levier, issu de nos études, donc qui portent sur un échantillon représentatif des salariés en France, c'est
le levier du sens. Le sens au travail, c'est le troisième levier à plus fort impact sur l'engagement dans le travail. C'est un levier fort en France, mais on le retrouve aussi en Belgique et en Allemagne. Qu'entend-on par là? C'est en fait le sentiment de faire un travail qui a du sens, de contribuer à quelque chose d'utile. Le sens au travail, c'est le premier levier d'engagement pour les collaborateurs de 45 ans et plus. Et c'est aussi un levier puissant chez les moins de 25 ans. Donc, vous voyez, à chaque bout, en fait, des générations, on retrouve le sens au travail comme très, très présent en tant que levier d'engagement des collaborateurs. Et il y a un petit bonus, en fait. Si en plus du sens au travail, on rencontre dans son travail suffisamment de défis à relever, ce qui est a priori le cas pour vous, population RH, on est sur un terreau très fertile à l'engagement. Donc, en synthèse de ces études Pulso, quels sont les ingrédients de base pour un engagement fort? C'est une personne, le salarié qui va être fortement engagé, qui a toutes les bonnes conditions pour l'être. C'est la personne qui soutient la vision d'avenir de son entreprise, dont elle partage des valeurs incarnées au quotidien, qui exerce un travail qui fait sens pour elle et qui implique de relever suffisamment de défis. Pour aller plus loin sur ces aspects essentiels que je viens d'introduire, notamment autour de la culture d'entreprise et des valeurs, je vous laisse maintenant en compagnie de Virginie Boutin de Bloomer Impulse. Merci Brigitte. Et j'ajoute que si vous avez des questions concernant tout ce que vient de nous exposer Brigitte, posez-les dans le chat et on y reviendra à la toute fin de ce webinaire. Donc oui, en effet, je vais vous parler du lien profond qui existe entre la culture d'entreprise et un engagement équilibré. Et comment, en tant que RH, vous avez la possibilité, via la formation aux compétences humaines, aux compétences relationnelles et managériales, de jouer sur ce levier. Pour susciter un engagement équilibré chez un maximum de collaborateurs, de façon authentique et dans le temps long, c'est en effet sur l'environnement humain qu'il faut agir. Donc, pour cela, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ce levier aussi puissant que complexe, qui est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est un peu comme la personnalité de l'entreprise. Ses valeurs, ses croyances, ses comportements et les normes auxquelles elle se réfère, mais aussi ses limites. Concrètement, ce sont les pratiques managériales, le rapport au temps, le rapport à l'urgence, à la performance, comment on communique, comment les décisions sont prises, est-ce qu'on navigue à vue ou est-ce que tout est hyper processé, à quel point les singularités, la diversité sont-elles perçues comme une richesse ou comme de la complexité. Tout cela et bien plus encore, ça impacte vraiment l'engagement des collaborateurs parce que tout simplement, c'est leur vie au quotidien. C'est ce qu'ils vivent tous les jours dans l'entreprise. C'est ce qui fait qu'il fait bon travailler dans l'entreprise, qu'on se sent créatif, libre de proposer des améliorations, des idées de projet, ou au contraire qu'on y va la boule au ventre en fait. Ça dépend complètement de ce bain quelque part culturel dans lequel on évolue chaque jour. À quoi ça ressemble une culture d'entreprise propice à l'engagement? Alors, je pense que nous savons tous ici, malheureusement, à quoi ressemble une culture qui désengage. Je ne vais pas zoomer sur ça aujourd'hui, sauf pour rappeler qu'une culture, déjà à la base, une culture propice à l'engagement, est d'abord une culture qui refuse de tolérer les comportements nuisibles à la santé et à l'équilibre des collaborateurs. Je parlais tout à l'heure de ces limites. Voilà, ça peut être une limite très claire, c'est ça, on n'y va pas. Ça, c'est pas bien. Enfin voilà, c'est désengageant, donc on stoppe. Rien que ça peut être déjà extrêmement puissant. Une culture engageante, c'est des valeurs fondamentales incarnées au quotidien. C'est exactement ce que tu viens de dire, Brigitte, et c'est effectivement la base. Une culture engageante, elle incarne et démontre des valeurs fondamentales, reconnues comme socle favorable, car ce sont des valeurs qui correspondent particulièrement aux attentes des collaborateurs. Comme va nous en parler aussi tout à l'heure Benjamin, il faut que ce soit des valeurs qui n'aillent pas dans le sens contraire des valeurs en tant qu'individu, parce que des valeurs en tant que personne. Donc là, j'en ai listé les principales. Le sens, dont tu as déjà parlé, Brigitte, c'est-à-dire savoir à quoi son travail contribue.
Je connais pas mal de gens qui disent faire des PowerPoint toute la journée, j'en peux plus, ça n'amène à rien. Le respect, donc c'est traiter les salariés comme des personnes, et donc par exemple en respectant le droit à la déconnexion le soir et le week-end. L'équité, par exemple, avec des critères d'augmentation explicites et communs à tous. La coopération, évidemment, la confiance par une autonomie réelle donnée aux équipes, la reconnaissance avec, par exemple, l'instauration d'une culture du feedback, qui est très important. Voilà, et je vous laisse compléter le chat ou rebondir sur ces valeurs en notant celles qui, pour vous, qui, selon vous, sont vraiment indispensables pour soutenir l'engagement. Est-ce que vous en voyez d'autres ou voilà, lesquelles parmi celles que j'ai citées vous paraissent particulièrement pertinentes? Voilà. En deuxième, il y a également, exactement comme disait Brigitte, une culture incarnée, c'est une culture qui démontre une cohérence entre les paroles et les actes, et notamment des dirigeants. C'est-à-dire qu'une fois que les valeurs promotrices de l'engagement et les comportements associés sont posés, c'est la cohérence entre les paroles et les actes qui va distinguer une culture authentiquement engageante du pinkwashing, comme on peut le voir parfois, avec, j'ai notamment en tête une RH qui publie des posts LinkedIn sur la bienveillance, mais qui, par ailleurs, refuse tout aménagement du temps de travail, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça dissonantes. Et quand il y a un décalage constant, en fait, entre le discours et la réalité vécue par les collaborateurs, ça, c'est vraiment un deal breaker, ça désengage assez rapidement. Donc, alors que des dirigeants qui agissent au quotidien en accord avec les principes qu'ils prônent, dont les décisions stratégiques sont explicitement alignées avec les valeurs affichées, eh bien, ça va largement renforcer le sentiment d'appartenir à un collectif fiable sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Et surtout, et même si, parfois, ces mêmes dirigeantes et dirigeants acceptent d'assumer officiellement leurs contradictions lorsqu'elles sont inévitables. Ça reste des êtres humains, mais au moins on en parle. Voilà, ça je pense que c'est vraiment très important. Il y a également la notion de faire de la place pour l'expression et l'évolution individuelle. Une culture engageante, elle donne à la fois un cadre sécurisant avec des valeurs saines et une direction incarnant ce qu'elle prêche, mais aussi de la place à chacun pour exprimer son potentiel singulier et aussi d'évoluer dans la durée. Sans quoi, évoluer dans la durée, je rebondis aussi sur cette notion de défi que tu as évoqué, Brigitte, sans quoi l'énergie engagée peut vite tourner en rond et finalement ça fait flop. Donc, dans la mesure où la culture ne se décrète pas, ce qui va permettre d'incarner ces valeurs sur le terrain, de les démontrer dans le réel au quotidien, c'est en développant, et c'est ça notre angle, des compétences relationnelles et comportementales. Ce sont les façons de fonctionner c'est vraiment avec les façons de fonctionner qu'on va pouvoir influer sur le climat du travail et le rendre propice à l'engagement au quotidien, vraiment de façon incarnée. C'est ça qui est très, très important. Donc, ces compétences, voilà, les soft skills, comme on dit, c'est les compétences transverses, les compétences humaines, ces compétences déterminent nos interactions, nos relations, nos comportements face aux difficultés. Donc, au quotidien, lorsque ces comportements sont adoptés largement, ils deviennent progressivement une norme culturelle et font qu'il fait bon vivre et bon travailler dans une entreprise. Je vous disais en intro que la culture d'entreprise, c'est un peu comme la personnalité de l'entreprise. Eh bien, lorsqu'on sensibilise et qu'on forme à grande échelle aux soft skills, on va avoir globalement une entreprise plus fréquentable, une entreprise inspirante qui donne envie de s'investir pour participer à l'aventure, au projet de l'entreprise. Et donc, on rentre dans une boucle vertueuse parce que plus les soft skills sont développés, plus la culture devient engageante. Plus la culture est engageante, plus elle attire et retient des personnes dotées elles-mêmes de ces soft skills. Et donc, plus l'engagement est fort, plus les collaborateurs sont disposés aussi, eux, à se développer et à développer leurs soft skills. Et donc, c'est comme ça que les compétences relationnelles, les compétences managériales deviennent un levier puissant de transformation culturelle, capable de soutenir un engagement vraiment authentique, équilibré, et durable. On est vraiment sur l'engagement équilibré, c'est-à-dire comment on se comporte les uns avec les autres tous les jours. C'est un aspect très systémique. Voilà. Et donc, concrètement, comment mettre la culture d'entreprise au service de l'engagement? Donc, pour démarrer, la première chose à faire, c'est d'identifier quelles sont les facettes de votre culture d'entreprise existante qui sont déjà pro ou anti-engagement, avec honnêteté. Et puis ensuite, rechercher
quels soft skills seraient à généraliser pour renforcer ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent comme soutenant de l'engagement équilibré, ou à inviter dans le quotidien pour corriger les facettes de la culture qui, à ce stade, font encore un peu repoussoir. Par exemple, les entretiens RH lors du départ de salariés sont en général de bonnes occasions de libérer la parole et de savoir ce qui a pêché dans la culture d'entreprise qui fait que les personnes partent. Récemment, par exemple, dans des formations à l'efficience, à la gestion du temps qu'on mène dans une grande compagnie d'assurance, on a noté qu'un rapport au temps chaotique a été vraiment reporté comme freinant l'engagement, avec plusieurs personnes qui ont mis fin elles-mêmes à leur période d'essai peu de temps après leur recrutement, parce que cette façon de fonctionner était pour elles vraiment impossible à conserver. Tout est urgent, les réunions sont mises sur les agendas sans concertation, des messages directs utilisés pour des demandes, donc les personnes sont sursollicitées, etc., alors qu'il y a des procédures à suivre, mais personne ne les respecte. Et donc les collaborateurs se sentent ballottés comme des balles de flipper, et ils font la même chose aux autres par rebond. Et résultat, les nouvelles recrues sont rapidement mises en état de sidération et de désengagement pour se protéger de l'effet perturbant de ce mode de fonctionnement. Et donc là, en mettant en place comme ça un travail profond sur le rapport au temps des équipes, maintenant les choses sont en train de s'apaiser, de s'améliorer grâce au dialogue justement sur les valeurs temps. Et Benjamin reviendra sur cette notion de dialogue d'ailleurs, sur les sujets clés, et au travail ensemble sur le côté aussi relationnel de la gestion du temps, qui est évoqué dans la formation chez nous. Et donc parfois, c'est au niveau aussi de la culture managériale que le bas blesse. Dans ce cas, on peut prioriser la formation au management collaboratif par la confiance. Si c'est l'ambiance globale qui est minée par des conflits, des formations à une méthode anti-stress pour apaiser tout le monde, ou à l'agilité relationnelle, ou encore à l'intelligence émotionnelle seront bénéfiques pour apaiser le climat et redonner des ailes à l'engagement. Donc, en fonction de l'orientation en fait que vous voyez pour votre propre culture d'entreprise, ce qui va booster l'engagement, c'est le lien concret qui peut être fait entre des soft skills, des comportements, des compétences, voilà, à développer, à nourrir, à valoriser si elles sont déjà présentes. Vraiment, appuyez-vous sur ce qui existe. Voilà. En très résumé. Donc, on vient de voir comment la culture d'entreprise incarnée au quotidien par des soft skills adéquates est en mesure de soutenir un engagement équilibré. Mais une culture engageante doit aussi être portée par une communication fluide et transparente. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Oussara de chez Talkspirit. Merci beaucoup. Effectivement, donc la communication et la collaboration sont effectivement les piliers sur lesquels on croit fermement chez Talkspirit. Et donc, un des premiers leviers qu'on a envie de partager avec vous, qui est donc le 5e pour ce webinaire, la transparence. Donc la transparence, comme je l'ai dit, est un levier clé pour engager les collaborateurs. En effet, lorsqu'ils ont accès à l'information clé, les collaborateurs se sentent beaucoup plus impliqués, comprennent aussi mieux les décisions qui sont prises et adhèrent plus facilement aux objectifs donc de l'entreprise. Derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va venir favoriser en fait l'autonomie des collaborateurs, la motivation également, pour que chacun voit concrètement l'impact qu'il peut avoir au travail. Ce que vous voyez ici, les 48%, 44%, 43%, donc c'est une étude que nous avons réalisée en partenariat avec Ipsos, où nous avons sondé plus de 2000 collaborateurs de tout âge, de tout secteur d'activité, et on se rend compte qu'en fait, un salarié sur 2 estime que la transparence permet de leur donner un sens, donc on parlait de sens tout à l'heure, un sens au travail, leur permettre également de pouvoir se développer, leur autonomie. Seulement, voilà, 12% en fait des salariés français trouvent que leur entreprise est réellement transparente. Donc derrière, avec Talkspirit, effectivement, qu'est-ce que nous on va proposer comme solution concrète? Alors, encore une fois, l'outil logiciel n'est pas la bonne pratique en soi. Il va venir appuyer en fait ce que nous on va y mettre dans la transparence. Tout d'abord, centraliser la communication. Plutôt que d'utiliser un outil de visio, un autre outil de messagerie instantanée, de newsletter, etc. En fait, on va avoir une plateforme tout en un. Aujourd'hui, on dit qu'un collaborateur, quand il arrive au bureau, il ouvre
en moyenne 14 applications entre la boîte mail, la bibliothèque, le drive, etc. Ce qui fait qu'en fait, l'information, quelque part, se disperse et se dilue. Donc, c'est le cas chez Talkspirit. Nous, on va intégrer vraiment toutes les fonctionnalités de communication et de collaboration dont vous aurez besoin au quotidien. Donc ça passe par, c'est ce que vous voyez sur le côté, ça passe par le fil d'actualité, les messages instantanés, la visio, la bibliothèque, etc., etc. Ensuite, la communication, c'est aussi partager la bonne information aux bonnes personnes. Donc, communiquer de façon transparente, c'est bien, mais communiquer la bonne information, c'est beaucoup mieux, et surtout à la bonne personne. Sachez qu'aujourd'hui, 80% des salariés dans le monde ressentent une surcharge informationnelle. C'est ça aussi l'écueil qu'on peut avoir quand on parle de messagerie instantanée et surtout avec les nouveaux outils, c'est que au final, on se retrouve à être submergé d'informations et on ne sait plus quoi en faire. Donc là, c'est vraiment la capacité de venir adresser la bonne information pour éviter justement ce qu'on appelle l'infobésité. D'ailleurs, je crois que nous avons une étude, en tout cas un article qui parle de ça, qu'on pourra vous partager dans le chat si vous souhaitez. Et donc, il est de notre devoir aussi de venir personnaliser au maximum la communication interne. Plutôt que d'envoyer une information par mail à l'ensemble de tous vos collaborateurs, pourquoi pas la partager sous forme de, par exemple, publication aux personnes qui sont concernées. Donc avec Talkspirit, encore une fois, on va venir en fait publier des informations selon des groupes thématiques, soit par équipe, soit par sujet, soit par groupe de projet. Et ça permet de créer en fait aussi des pages d'accueil adaptées à chaque audience, de choisir qui peut accéder à certains contenus et de pas submerger encore une fois tout le monde. Ensuite, il y a la partie communiquer clairement et de manière régulière. Donc une communication transparente repose aussi sur une diffusion claire des informations clés au sein de votre entreprise, au sein de l'organisation. Donc, par exemple, il est essentiel de partager régulièrement des mises à jour quant à la vision, quant à la mission et la raison d'être dont on parlait tout à l'heure, puisque la raison d'être, encore une fois, l'organisation étant un corps vivant, peut évoluer aussi au cours du temps. De communiquer clairement sur vos objectifs, les priorités de l'entreprise, des décisions aussi importantes qui peuvent être prises par la direction. Et donc ça, c'est ce que nous, on y met dans les fils d'actualité de Talkspirit. Toujours sur la transparence, en termes de bonnes pratiques, nous avons aussi deux notions. Donc, les échanges en temps réel, on va passer très vite puisque on va pas forcément revenir dessus, mais c'est surtout documenter la connaissance interne. Donc ça, c'est quelque chose de très important également pour éviter la perte d'informations, la perte de connaissances et garantir une communication fluide. Il est important donc de documenter vos processus, les politiques en interne, comment vous allez ritualiser et partager ces bonnes pratiques-là au sein de votre structure. Donc l'idée en fait c'est de dire que chaque collaborateur doit pouvoir accéder aux ressources essentielles et contribuer donc à enrichir cette connaissance au sein de l'organisation. Et nous, c'est ce qu'on va venir regrouper en fait dans ce qu'on appelle la bibliothèque de contenu, qui encore une fois va pouvoir centraliser, structurer la documentation et encourager aussi quelque part vos collaborateurs à enrichir cet espace. Et donc ça m'amène tout de suite au prochain levier, qui est donc la co-responsabilité. En effet, donc on va pouvoir, je dirais que on va demander à l'entreprise d'être responsable, de rendre accessible cette communication. Sauf qu'encore une fois, puisqu'on parle d'engagement équilibré, c'est aussi un engagement qu'a l'entreprise, l'organisation, mais également l'engagement du collaborateur. Et donc, la co-responsabilité va reposer sur l'idée que chaque collaborateur, quel que soit son rôle, quelle que soit sa place au sein de la structure, va venir partager la responsabilité du bon fonctionnement de l'organisation. Donc, il aura en fait un rôle clé à jouer dans ce rouage et de faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens. L'idée, en fait, c'est d'encourager l'implication active de chacun dans le processus et les résultats de l'entreprise. Alors pourquoi c'est un levier d'engagement? Tout simplement parce qu'un employé, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, se sent responsable
On l'a dit, Brigitte l'a dit, Virginie l'a redit également. C'est vraiment se dire, bah voilà, je prends part aux décisions, j'ai un impact sur l'organisation et tout naturellement va se sentir beaucoup plus investi. Il va plus va plus subir en fait quelque part les directives, mais il va devenir acteur également du changement et donc du succès collaboratif. Je voudrais vous partager quelques chiffres. Donc, selon une étude de Effectory, donc pareil, on pourra vous partager également le lien. Aujourd'hui, 52% des salariés se disent manquer d'autonomie dans leur travail. Et à l'inverse, 79% des employés des employés autonomes, sont engagés. Donc, en fait, quelque part, il y a un constat qui est assez simple. Plus un collaborateur va être autonome et responsable, plus il va être engagé au travail et donc, inversement, il va être beaucoup moins investi. Donc, quelques bonnes pratiques également que l'on souhaite vous partager, c'est venir en fait clarifier les rôles et les redevabilités, les responsabilités. Pour que chacun puisse pleinement assumer ses responsabilités, il est aussi essentiel de clarifier ce qu'on attend des uns des autres. Et c'est ça qui va venir en fait être, je dirais, un frein à la prise de décision parce que je maîtrise pas tout à fait ce que fait mon collègue. Et donc, c'est le fameux qui fait quoi au sein de la structure. L'idée, en fait, tout simplement de venir documenter, expliciter en fait l'implicite et donc de donner une définition très précise des rôles permet tout simplement les doublons et donc de mieux coordonner les actions et d'assurer une meilleure autonomie aussi de la structure. Et je crois que c'est ce que vous voyez exactement dans la slide ici. C'est ce que nous, on va venir proposer via donc le module gouvernance, de venir documenter les rôles, les responsabilités de chacun, de pouvoir visualiser, cartographier en fait tout simplement comment fonctionne votre structure au global grâce à la fonction donc organigramme. Et donc ça permet autant en ce qui me concerne de savoir exactement quel est mon rôle au sein de la structure, mais aussi de savoir ce que fait mon collègue d'une autre équipe. Et enfin, la deuxième proposition que nous avons envie de vous pousser, c'est aussi d'adopter des modèles alternatifs. Donc, nous avons réalisé un webinaire il n'y a pas très longtemps qu'on pourra vous envoyer également le replay. Aujourd'hui, chez Talkspace, on essaye aussi de promouvoir des modèles de management qui sont un peu, je dirais, innovants, réinventer aussi le monde du travail, puisqu'aujourd'hui, 70% alors attendez, je reformule. Donc, selon une étude de Gallup publiée en 2025, 70% se sentent engagés et se disent influencés les directives, les actions ou les orientations qu'il peut y avoir au sein de votre structure. Et en fait, avec ces nouveaux modèles, je dirais plus responsabilisants, plus participatifs, plutôt que venir micro-manager vos équipes, on va venir adopter en fait des styles de management beaucoup plus dans la collaboration. Donc, vous avez certains modèles, peut-être que vous connaissez déjà dans le chat et que vous avez peut-être essayé de le mettre en place chez vous, vous l'avez déjà mis en place. Donc, vous avez des modèles comme l'holacratie, la sociocratie, qui vont venir en fait co-responsabiliser encore une fois les collaborateurs en redistribuant tout simplement le pouvoir de décision. Donc, on va plus être sur un modèle très hiérarchique, très top-down, où le pouvoir est centralisé au sommet de l'organisation. Là, c'est vraiment l'expertise de chaque métier qui va revenir mettre en lumière votre pouvoir de décision, tout simplement. Et ça vous permet en fait de prendre part, quelque part aussi, au succès de votre entreprise. Nous avons un exemple d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a mis ici, mais on vous partagera également cet exemple de Great Place to Work que vous connaissez très certainement. Donc là, c'est un exemple de la cellule aux Pays-Bas qui a mis en place le modèle holacratie avec Talkspirit. En fait, il y a 7 ans de ça, ils se sont rendus compte que les collaborateurs étaient beaucoup moins engagés, ils trouvaient moins de sens à ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont mis en place ce modèle très participatif, redistribuer en fait encore une fois l'autorité au sein de tous les collaborateurs et ils se sont aperçus que 7 ans après, donc bien sûr, hein,
C'est un long chemin. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. Mais ils se sont rendus compte que leur indice de confiance est passé de 49 sur 100 à 89 sur 100, ce qui est énorme. Et donc, très rapidement, pour laisser aussi Benjamin à la place de nous parler des 2 derniers leviers, impliquer les équipes dans les décisions. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça passe par quoi? Ça passe par exemple, des sondages qui permettent de recueillir l'avis de vos équipes sur des décisions importantes, de proposer aussi aux personnes concernées de voter sur des propositions qui permettent de faire évoluer la gouvernance, l'organisation au sein de la structure. Et la dernière méthodologie que j'ai envie de vous partager, c'est ce qu'on appelle donc les OKR. Alors, vous me direz dans le chat si vous connaissez cette méthode. Donc, c'est tout simplement les objectifs et les résultats clés. On va venir en fait implémenter les objectifs de l'entreprise et les décliner tout simplement en chaque équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'idée, en fait, tout simplement, c'est de pouvoir faire en sorte que chaque individu au sein de la structure, que à l'échelle individuelle, équipe, département et puis ensuite entreprise, tout le monde converge vers le même objectif. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps. J'espère que Benjamin, tu auras le temps nécessaire pour effectivement nous présenter la suite, puisque là, on vient de voir comment la transparence et la co-responsabilité permettent de soutenir, encore une fois, l'engagement équilibré. Cependant, la co-responsabilité n'est pas seulement un enjeu interne à l'entreprise, puisque la définition même d'une entreprise, c'est d'interagir avec plusieurs parties prenantes, qu'elles soient internes, externes, et donc avoir aussi un impact sur l'écosystème au sens large. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Benjamin. Et je te laisse donc, Benjamin, nous dire déjà qu'est-ce que c'est que l'ouverture sociétale, finalement. Oui, merci. Oui, je vais définir déjà ce que j'appelle ce 7e levier, l'ouverture sociétale. C'est la capacité d'une organisation à être en prise avec les enjeux de société et à ouvrir le dialogue avec ses collaborateurs sur ces sujets. Alors, c'est vaste quand on parle d'enjeux de société, donc je vous en ai listé quelques-uns là sur la gauche, mais vous pouvez compléter la liste, vous pouvez la compléter dans le chat s'il y a des sujets justement de société qui vous semblent, aujourd'hui venir rencontrer vos problématiques de travail. N'hésitez pas à dire celles qui vous semblent les plus importantes. Pourquoi c'est important de parler d'ouverture sociétale? On pourrait se dire, on laisse les sujets perso à la maison, les sujets de société, on les laisse aux médias, et puis le travail, c'est une bulle qui nous sert à gagner un salaire. Et parfois, ça peut marcher, mais en vrai, ça marche jamais très longtemps. Donc, les sujets de société, ils viennent tout le temps percuter notre relation au travail. On le voit avec les rapports hommes-femmes, le numérique, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les questions de santé mentale, le fait qu'on ait de plus en plus de personnes qui sont en situation d'aidance avec des parents qui sont vieillissants, dépendants. Voilà. Et le risque, c'est que si on n'en parle pas, c'est de se sentir déconnecté entre sa personne, sa vie personnelle et puis son identité professionnelle. Quand on n'en parle pas, en fait, on crée une sorte de dissociation factice et on pousse les personnes à se sentir désalignées, désengagées. Mais on contribue aussi à créer des situations toxiques dans l'organisation. Vous pensez par exemple au temps qu'il a fallu pour qu'on aborde de front les sujets du sexisme ou du harcèlement au travail. Le nombre d'arrêts maladie, de situations malsaines, d'ambiances de travail délétères, le coût qu'il y a eu pour l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on sent que c'est des choses qui ont changé depuis MeToo, depuis les réglementations aussi qui ont suivi. Et on voit tout l'intérêt que ça a eu à la fois pour les personnes, mais aussi pour l'organisation, même si ça reste difficile à mettre en œuvre. Donc, je vais vous parler de ça, justement, de comment on met en œuvre cette ouverture sociétale. Il y a différents dispositifs, en fait, d'engagement qui font le pont entre l'entreprise et ses sujets de société. Certains, vous avez commencé à le faire, j'imagine, avec des stratégies autour de la RSE. On parle de matrice de matérialité, par exemple, pour mieux cartographier quels sont vos impacts, mais aussi quelles sont les parties prenantes qui rentrent dans la stratégie de votre organisation. Il y a des actions peut-être que vous avez déjà menées en interne autour, je sais pas, du mécénat de compétences. Vous avez peut-être déjà organisé des journées solidaires, des congés solidaires. Il y a aussi des temps forts dans l'année qui permettent de parler de ces sujets de société comme Octobre Rose, comme la semaine de la santé mentale, comme la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc tout ça sont des temps où vous pouvez faire le pont entre votre entreprise et les sujets de société.
Il y a tout ce qui relève aussi de la sensibilisation et de la formation en interne. Et en fait, là-dessus, c'est le cœur, nous, de ce qu'on propose en fait aux ateliers durables. Et c'est beaucoup d'ateliers de sensibilisation, de formation sur ces sujets. Et en fait, ce qu'on voit de notre planning d'activité, c'est presque un peu comme une boussole des problèmes, et des angoisses contemporaines, quoi. Donc, on a beaucoup de demandes ces derniers temps, ces 2 dernières années, on va dire, sur les sujets de santé mentale, de burn-out, de harcèlement, les risques psychosociaux, avec des formations sur les managers sur ces sujets. Sur les questions de santé, on a beaucoup de demandes autour de la sédentarité, autour des TMS, du mal de dos, et sur le volet RSE, sur les questions autour du climat ou de l'énergie, qui reviennent beaucoup. Enfin, et là aussi, c'est important, ça va plus loin, c'est tout ce qui est comment on inscrit cette ouverture sociétale dans la raison d'être et dans la stratégie même de l'entreprise. Et ça, c'est le format des sociétés à mission. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un dispositif qui existe depuis 2019 et la loi Pacte et qui permet aux entreprises d'indiquer leur raison d'être dans leur statut et d'expliciter, on va dire, quelle est leur contribution sociale et environnementale. Donc, c'est un format qu'ont choisi un certain nombre de grosses entreprises comme la Banque Postale, le Crédit Mutuel, la Maïf, mais c'est aussi des petites structures comme la nôtre où on a travaillé pendant 1 an avec nos équipes, avec notre réseau d'intervenants, avec nos clients pour essayer de voir quelle était notre singularité et notre raison d'être. Et c'est un travail hyper intéressant que je vous invite à faire et ça rejoint un peu cette notion de culture d'entreprise dont parlait Virginie. Et ça nous a permis, nous, d'établir que notre mission, c'était de connecter le travail aux enjeux de société avec comme objectif d'améliorer le bien-être au travail, mais aussi de vous aider à transformer la culture d'entreprise vers des modèles qui sont plus inclusifs et plus durables. Donc ça, c'était sur le volet ouverture sociétale. Vous voyez, je vous ai montré quelques exemples d'actions qu'on peut mettre en œuvre, de quelque chose de plus léger à quelque chose de plus puissant comme une raison d'être. Et puis le dernier levier de notre boucle, c'est le dialogue sur le travail. On a parlé, je vous disais, connecter le travail aux enjeux de société. On a parlé des enjeux de société. Là, je vous parle du travail. Quand je dis dialogue sur le travail, c'est pas le dialogue social. C'est le fait d'avoir des espaces collectifs de réflexion sur le travail pour permettre aux salariés de mettre en débat les tensions qui sont liées au travail, de les exprimer, de construire des solutions. En bref, c'est de parler de ce qui fâche. Et c'est ça, en fait, la qualité de vie au travail. Pour moi, c'est d'arriver à briser le silence et faire en sorte que les personnes aient un endroit qui soit suffisamment sécurisant pour pouvoir se dire les choses et mieux coopérer. On parlait de transparence aussi tout à l'heure. On est vraiment là-dedans. Et c'est pas quelque chose qui est révolutionnaire, parce que c'est des choses qui existent depuis des années dans le milieu associatif, dans le milieu médico-social. Il y a des groupes d'analyse de pratique, par exemple. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas si répandu que ça dans les entreprises. Parfois, vous avez des équipes avec des managers qui arrivent à installer ça naturellement et ça marche. Mais très souvent, le débat n'a pas lieu et le doute s'installe. Et en fait, si personne ne sait ce qu'on fait au juste, si un salarié ne sait pas, si personne ne sait ce que fait un salarié, il peut se demander à la fin à quoi il sert. Donc, ça permet de mettre en dialogue le travail, ça permet de remettre du sens aussi sur sa mission. C'est pas quelque chose qui est toujours simple à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin d'intervenants extérieurs et de facilitateurs, de psychologues du travail qui interviennent. C'est le travail qu'on a mené, par exemple, au département de l'Eure. Pendant 18 mois, on est allé mener une 40aine d'ateliers avec des managers, des agents, pour aller discuter justement de tous ces sujets qui font la qualité de vie au travail et pouvoir ensemble, en parlant d'organisation du travail, de conditions de travail, de travail à distance, mettre tout ça sur le tapis pour identifier quels étaient les vrais besoins et construire ensemble un plan d'action sur la qualité de vie au travail. Ça passe par des formations aussi, comment on met en place ce dialogue sur le travail, ça passe par des formations comme on a cité tout à l'heure avec Virginie, autour j'ai bien aimé le débat qu'il y a eu sur le chat là autour des comment renommer les soft skills, compétences humanistes, humaines, enfin voilà, on est vraiment là-dedans, à la fois des compétences dont on a besoin sur la facilitation et sur des compétences effectivement de communication, de qualité relationnelle. Je vous ai cité la communication non violente, la question des feedbacks, comment on ose le conflit, comment on ouvre, on ose dire non aussi des fois auprès de ses collègues. Voilà. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui vont permettre de faciliter le dialogue sur le travail. Et enfin, c'est assez amusant, c'est qu'on a préparé ce webinaire il y a 1 mois avec toute l'équipe, et puis j'avais proposé ce 8e levier
voilà, à mon équipe et le dialogue sur le travail. Et finalement, une semaine plus tard, l'ANACT, donc l'Agence nationale des conditions de travail, a choisi ce sujet, le dialogue sur le travail, comme thème principal pour la semaine de la qualité du travail qui va avoir lieu en juin de cette année. Donc, vous voyez, bon, on va dire que c'est la marotte de l'ANACT de dire il faut avancer, il faut dialoguer sur le travail. Mais c'est le sujet qui a été choisi du coup cette année. Et donc, j'en profite pour vous dire que là-dessus, on a essayé de réfléchir à un programme qui pourrait justement permettre de mettre en œuvre ce dialogue à travers différents sujets pour cette semaine-là. Et voilà, je vous partage le programme qu'on a mis en œuvre, qui est un programme de webinaire sur une semaine qui va avoir lieu en juin, où on essaie justement de à la fois considérer, on va dire, les salariés dans leur intégralité, et donc aussi de parler de ce qui fait leur santé, leur vitalité au travail, d'intégrer cette dimension d'équilibre pro-perso, qui est un sujet qu'on va traiter le mercredi, la question du stress au travail, des irritants, et comment on peut arriver à les gérer. Donc ça, c'est le thème du vendredi. Et puis également 2 sujets qui sont plus sur le volet communication, avec un thème sur les tensions et conflits le mardi et sur la question des feedbacks le jeudi. Donc je vous mettrai à la fois peut-être en référence sur le chat 2 éléments sur les espaces de discussion sur le travail, peut-être un article de blog qu'on a rédigé qui permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion si vous souhaitez avancer là-dessus. Et puis peut-être ce programme aussi sur la semaine de la QVT qui prend comme sujet le dialogue sur le travail. Donc, on a terminé la boucle des 8 leviers. Je vais peut-être laisser la parole à Céline pour conclure et prendre vos questions. Super, c'était un programme dense, donc on espère que vous nous avez suivis. Donc pour conclure un petit peu, résumer ce webinaire, on a vu ensemble aujourd'hui ces 8 leviers, en passant de la vision d'avenir jusqu'au dialogue sur le travail. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'un engagement durable, c'est un cercle vertueux avec 3 piliers, une culture alignée, une communication ouverte et des actions concrètes. Alors peut-être que, voilà, en fonction, vous êtes peut-être plus avancé sur certains leviers que sur d'autres. En tout cas, si vous voulez nous partager sur le chat le levier qui vous semble aujourd'hui peut-être le plus essentiel à activer, à développer dans votre organisation parmi ces 8 leviers-là. Et puis, vous avez une action concrète parmi celles qu'on a évoquées que vous voudriez mettre en place peut-être cette année. En attendant de voir vos réponses, je vous partage quelques questions. Je sais que Virginie t'a répondu au fur et à mesure de l'eau sur le retour, donc n'hésite pas. Vas-y. Oui, je crois qu'il y avait une question pour Benjamin sur les IRP, sur le dialogue, le dialogue social, le dialogue sur le travail. Il y a quelqu'un qui demandait. Mais bon, les participants se sont répondus. Jérémy a répondu. Alors, j'essaie de remonter sur la question. Oui. Mais j'ai la réponse de Jérémy qui dit pas de sujet concernant les membres du CSE. Il suffit de les inclure dans les ateliers. Mais c'était en réponse à quelqu'un. Oui, c'était Renaud, en fait. Voilà, Renaud posait la place des instances représentatives du personnel dans le dialogue social. Est-ce qu'il y a une question derrière? Excusez-moi. En attendant, on avait une première question de Marie Noël qui nous demandait: votre approche de communication centralisée vient contredire l'idée de médias de communication différenciés. Tout à fait. Et si je peux rebondir là-dessus, et je laisserai aussi Benjamin compléter si jamais. Je pense que les deux sont pas nécessairement contradictoires, puisque au contraire, on peut intégrer une diversité de canaux et de formats adaptés à différents publics. C'est d'ailleurs ce qu'on présentait avec l'idée d'avoir une plateforme centralisée. La plateforme centralisée ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un canal qui est unique, puisque selon l'audience, selon la typologie aussi de communication, d'informations que vous souhaitez partager à votre audience, vous allez soit choisir ce qu'on appelle chez nous donc un feed d'actualité, un chat instantané, ou alors une page d'accueil pour venir figer un peu plus dans le temps votre information. Donc effectivement, je pense que avoir un outil qui vient en fait appuyer
centraliser pour vous éviter d'avoir cette dispersion justement de la connaissance. Et donc une chose, et effectivement choisir un canal dédié, personnalisé selon la typologie et l'audience. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Merci. J'ai raccroché les wagons pour répondre à la question de Renaud. Excusez-moi. Quelles sont les instances représentatives dans ce dialogue sur le travail essentiel. Mais en fait, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que souvent, ils ne sont pas forcément formés à ces méthodologies. Donc, ça commence souvent par de la formation sur les questions de qualité de vie au travail, sur les questions de facilitation. Ça peut démarrer aussi par par simplement, voilà, mener une première enquête simple, voilà, choisir un sujet. Si vous sentez que la question est autour du télétravail chez vous, par exemple, ou de l'équilibre, faire un petit diagnostic en interne. Voilà, ça peut être une proposition que peuvent avoir les instances représentatives si elles sentent que la direction, parce que la direction n'est pas forcément non plus très formée à ces approches. Donc, à voir qui prend les devants. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Benjamin, Geneviève nous demande comment différencier la place du CSE et du groupe QVT sur ce point-là. En fait, bon, ils peuvent coexister, mais idéalement, les représentants sont intégrés aussi dans le groupe de travail sur la QVT. Donc, voilà. Si vous voyez que vous êtes mis à l'écart, voilà, essayez de Enfin, je ne sais pas si c'est d'où vient d'où se situe la personne qui pose la question, mais en tout cas, essayez d'avoir un espace commun pour parler de ce sujet-là. Oui, c'est ce que répond Jérémy également. Ouais. Et on a Perrine qui nous dit que dans l'engagement, on a peu parlé des salaires. Comment maintenir un engagement équilibré et garantir la reconnaissance autrement que par la revalorisation salariale? Ben, pour moi, c'est un peu tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, Perrine. Et notamment sur la reconnaissance en particulier, je sais que justement le fait d'écouter les personnes, d'avoir des espaces de dialogue, de leur donner du temps d'échange, c'est une forme de reconnaissance. Instaurer une culture du feedback, reconnaître le travail qui est fait. Benjamin, tu l'évoquais tout à l'heure, les personnes dont on ne sait pas ce qu'elles font, c'est un manque de reconnaissance terrible. Donc en fait, la reconnaissance, ça passe par je vois ce que tu fais, je vois qui tu es. J'en ai parlé aussi, la reconnaissance des singularités de chacun. Donc, il y a vraiment tout un panel de possibilités pour donner de la reconnaissance autrement que par la revalorisation salariale, si tant est qu'elle soit juste et équitable de base. C'est-à-dire que, Brigitte, tu ne me contrediras pas, je pense que voilà, si il y a quand même un minimum équitable à avoir, sinon ça ne peut pas compenser, c'est sûr. Exactement. Sur les représentants du personnel, je souscris effectivement au constat de Benjamin. La formation est souvent essentielle pour leur donner aussi des moyens, des leviers. Et ce que l'on constate, nous, malheureusement trop régulièrement, c'est que les représentants du personnel sont eux-mêmes parfois très, très sollicités et très stressés. Donc, le cordonnier n'est pas toujours bien chaussé, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'enquête RH. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle pour les représentants du personnel ici présents, mais parfois, il y a beaucoup à faire aussi pour le bien-être des représentants du personnel. Je me permets de vous partager aussi la question d'Ingrid qui nous disait comment développer les soft skills lorsque les personnes ne sont pas sensibles à cela. Ah, c'est une très très bonne question. On commence par une sensibilisation, c'est-à-dire que la réponse, le début de réponse est dans votre question. On commence par une sensibilisation. On a d'ailleurs nous des ateliers de sensibilisation qui sont le préalable parce qu'effectivement dans certaines cultures d'entreprise, les soft skills c'est très éloigné. On parle surtout réglementation, sécurité, technique, etc. Et il y a peu d'ouverture aux soft skills. Donc il y a vraiment une pédagogie de la culture des soft skills à initier avant de pouvoir effectivement convaincre les personnes. Voilà. Et puis, il y a aussi l'approche individuelle qu'on a, c'est-à-dire la bonne formation pour la bonne personne, une personne à la fois, avant d'y aller en collectif. Très bien, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres dernières petites questions. Alors, il y a eu d'autres débats pendant la présentation, notamment sur les OKR, mais bon, vous êtes répondu au fur et à mesure. Voilà, on a eu plusieurs réactions. Donc, en tout cas, merci d'avoir participé voilà, et d'avoir été actif avec nous sur ce webinaire. Il nous reste encore… Non, mais ceci, il est déjà 12 heures. Oui, ça y est, on est obligé de se dire au revoir, même si on passe un très bon moment. Exactement.
En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Benjamin, notre représentant. Voilà, on espère que ce webinaire vous aura été utile. Comme je vous le disais en début de webinaire, nous allons vous envoyer dans les heures qui viennent un mail dans lequel vous trouverez le replay ainsi que le livre blanc dont parlait Brigitte, qui a été réalisé en février 2025 par Bloomer et Pulso. Voilà pour notre part. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin. Ou... Bon appétit. Prenez soin de vous et de votre équilibre. C'est important au vu des résultats du sondage. Et moi, je dirais le mot de la fin, le temps un peu long et le chemin. C'est-à-dire que c'est pas des choses 0 ou 1, c'est un chemin et l'important est de contribuer à ce chemin. Voilà. Et de commencer par ce qui vous parle le plus. Ouais, ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Ce qui vous fait plaisir, exactement. Ouais. Bon appétit. Merci au revoir. Bonne journée. Au revoir.